le fait de passer par nous, comme on professionnalise la vente, on peut vendre la voiture un peu plus cher qu'un particulier. Ça m'a beaucoup perturbé et évidemment ça renvoie beaucoup de questions sur ce qu'on veut dans la vie. Je préfère vendre par exemple des Sandero, parce que je sais que je vais les vendre très rapidement, que de vendre des Porsche à 60 000 €. Hein. Plutôt que de se plaindre, il vaut mieux prendre des décisions à un moment. Parce que de se plaindre, ça ne fait pas avancer. Et bonjour à tous et bienvenue dans Clé en main, votre émission immobilier entrepreneuriat. Je suis Raphaël Pardou et évidemment, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain de chez Wigo. Sylvain, comment vas-tu? Plutôt bien ce matin, ouais, ça va. Bien réveillé, on est bien. Ouais, c'est nickel. Évidemment, pour m'accompagner, l'indéboulonnable Sébastien Tafforin. Sébastien, comment tu vas? Très bien, et toi, Raphaël? Ça va super, regarde, on est ici encore sur cette magnifique matinée. Et aujourd'hui, on reçoit sur coup Sylvain. Est-ce que Sylvain, tu peux te présenter pour nos auditeurs? Sylvain Perrault, je suis le responsable de l'agence Wigo à Limoges. Donc, Wigo est un réseau de franchise qui existe depuis maintenant 12 ans. Voilà, donc après un parcours dans l'automobile, j'ai racheté cette agence il y a presque 2 ans déjà. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux revenir, justement, tu me parles de ton parcours, est-ce que tu peux revenir de ton parcours, que ça soit peut-être scolaire, voir où tu as débuté et comment tu en es arrivé jusqu'à Wigo? Ouais, donc faut commencer par le moins bon, quoi, le parcours scolaire. Bon, on va y aller. Allez, on y va, parcours scolaire. Parcours scolaire difficile. Donc, moi, j'ai eu un parcours scolaire assez classique. Je suis allé jusqu'au lycée avec quelques redoublements et quelques absences en cours. À l'époque, effectivement, je préférais passer du temps sur mon skate qu'aller en cours. Donc voilà, donc il a fallu repartir d'en bas et je suis reparti. J'ai commencé en alternance du coup derrière à faire un CAP BEP. Et là, j'étais dans une franchise de vin. D'accord. Qui s'appelle Nicolas et qui existe toujours d'ailleurs sur Limoges. Voilà, donc un milieu que je connaissais pas du tout, qui m'a pas forcément intéressé au départ. Hein. Il a fallu que je me force un peu, mais j'avais plus trop le choix, hein, parce que j'avais utilisé, vous savez, tous les recours, quoi. Ouais. Hein, le nombre de redoublements, c'était bon, ça s'était fait. Et puis voilà, ça a plutôt matché malgré tout, parce que le fait de repartir d'en bas, on reprend un peu confiance, tout simplement dans les notes, dans l'apprentissage professionnel aussi, qui me correspondait un peu mieux. Puis après, j'ai continué en faisant un bac pro, toujours dans la même entreprise. Et puis j'ai continué en faisant un BTS, et plutôt avec succès. Donc c'était un parcours assez satisfaisant, en tout cas scolairement, sur la fin. Mais oui, il y a une période un peu difficile. Et suite à ça, quand j'ai mon BTS, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'automobile. J'étais voiture, moi. Fallait parler voiture, donc c'était skate ou voiture. Hein, donc j'étais un peu... donc je me suis présenté dans une concession sur Limoges, là, d'une marque française, et j'ai eu l'opportunité de me présenter aussi chez Opel par relationnel, puisque mon père connaissait une personne qui y travaillait. Et je suis rentré chez Opel en qualité de vendeur en 2001. Voilà, donc un parcours après de vendeur où je me suis éclaté, mais réellement, quoi. J'ai pris tout de suite la confiance, et il s'avère que j'étais pas mauvais dans l'exercice, donc du coup, j'ai passé 10-12 ans à être vendeur chez Opel, avant de commencer à prendre des responsabilités. Voilà. Donc ça aussi, ça a été un beau parcours, on apprend beaucoup. Évidemment. Le fait de monter en responsabilité, c'est chouette, mais c'est pas facile, surtout dans la même équipe, on le sait bien. Et voilà, je suis passé chef de groupe, chef des ventes véhicules neufs, me suis occupé des véhicules d'occasion, et puis en 2020, effectivement, après le Covid, c'est passé pas mal de questions en moi. J'ai perdu un ami en 2020 qui, lui, était passé dans l'entrepreneuriat en 2005. Il a ouvert un magasin de moto à Périgueux. Il est décédé d'une crise cardiaque en faisant du circuit à Haut-Vigan. Il était passionné de moto, c'était sa passion et son activité professionnelle. Il a fait une crise cardiaque sur le circuit, donc j'étais le parrain de sa fille, donc ça m'a beaucoup perturbé. Et évidemment, ça renvoie beaucoup de questions sur ce qu'on veut dans la vie. Et il s'avérait qu'à ce moment-là, ça allait peut-être plus trop dans mon poste, parce que dans les groupes automobiles, c'est toujours compliqué. Donc, je pars du principe que plutôt que de se plaindre, il vaut mieux prendre des décisions à un moment. Parce que de se plaindre, ça ne fait pas avancer. Donc, il faut prendre des décisions. Et le fait de partir de Chobel au bout de 20 ans, ça a été déjà une grosse décision. Bien sûr. 20 ans dans la même boîte, aujourd'hui, c'est de plus en plus rare.
C'est sûr. Et j'ai refusé un poste à responsabilité, un directeur. On m'a proposé le poste de directeur d'Opel Limoges, Guéret, Châteauroux. J'ai pas voulu parce que le contexte s'y prêtait pas. Et puis il y a beaucoup de changements dans les groupes automobiles et les promesses d'un jour sont pas forcément celles du lendemain, elles sont pas forcément tenues. Donc parti sur d'autres projets. Voilà. Et pourquoi cette transition de passer du domaine du vin à l'automobile? J'aimais l'auto. Ok, ah ouais, d'accord, il n'y a pas de réelle raison. Je me suis retrouvé dans le vin parce que je cherchais un contrat d'apprentissage, donc ça aurait pu être des chaussures ou autre chose, quoi. C'est le pur hasard. Okay. Après, je suis tombé sur un maître d'apprentissage qui était passionnant. C'est un mec qui était pas facile, mais il était ingénieur des arts et métiers au départ et il a gagné sa vie sur la région parisienne. Et il avait ouvert cette franchise déjà, donc en 95 sur Limoges. Et c'était quelqu'un d'assez brillant. Donc il m'a bien porté quand même. Ça n'a pas été simple parce qu'il était très exigeant, mais il m'a bien porté. Donc voilà. Après, je vous dis l'auto parce que. Oui, c'est un pur hasard finalement. C'est sa passion. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais la formation du vin, elle me suit encore parce que c'est vrai que malgré tout, le fait d'avoir travaillé là-dedans pendant 6 ans, ça permet d'apprendre plein de choses dans le milieu viticole. Et même si on perd plein de connaissances, j'ai toujours pas mal de connaissances sur le sujet qui me permettent d'apprécier le vin aujourd'hui. Voilà, donc c'est chouette. Évidemment. Ouais. Et justement, là, du coup, tu as dit que tu as quitté Opel. Et comment, en fait, finalement, ton cheminement, tu t'es dit, je vais être franchisé, surtout chez Wigo? Comment t'en arrives à ça? Je suis pas venu tout de suite. Je me suis rapproché d'un gros indépendant sur Limoges. Ils avaient un projet d'ouverture d'un site sur Limoges dont ils souhaitaient me donner éventuellement la responsabilité. Puis, pour des raisons contextuelles et économiques, ça s'est pas fait. On a quand même vécu un après-Covid dans l'automobile qui a été bouleversant. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y a eu un boom en 2021, une reprise de marché qui a explosé, mais dans l'immobilier aussi. C'est sûr. Et après, il y a eu un gros creux avec déjà à l'époque le problème des micro-composants là, qui a freiné la production des véhicules neufs. Les prix qui ont commencé à exploser. Donc le marché a été, ça a fait vraiment le haut et le bas là, en 1 an ou en 2 ans. Là. Donc le projet s'est pas fait et il s'est avéré qu'en 2023, du coup, on s'est séparés et là tout de suite, moi ça a été me dire allez, j'arrête de travailler pour les autres, je m'y mets. J'avais toujours une haute vision de ceux qui entreprenaient en fait. Ça me paraissait un peu inaccessible et je trouve que dans mon idée, ça a amené quelque chose en plus. Le fait de se mettre à son compte et de créer, j'avais vraiment ce sentiment de réaliser autre chose que de travailler pour amener de l'argent au foyer, pour subvenir aux besoins de la famille. J'avais ce sentiment de me dire, tiens, il va rester quelque chose. Quand je serai à la retraite, il va peut-être rester quelque chose que j'aurai bâti. Et après, Wigo, là aussi, concours de circonstances. Le réseau dans la vie, il est important. C'est important de rester en lien avec les gens. Voilà, je suis rentré chez Wigo par relation en fait, parce que j'avais fait le tour des concurrents, je m'étais approché des concurrents qui sont toujours acteurs sur le marché aujourd'hui. J'avais pris des contacts et au dernier moment, j'étais en train de me positionner chez un concurrent et voilà, une relation commune m'a permis de rentrer chez Wigo parce que j'ai appris que c'était la franchise de Limoges allait être à vendre en 2024. D'accord. Donc je m'étais pas intéressé à Wigo parce que je savais qu'ils étaient présents, je savais pas que c'était à vendre. Donc c'est vraiment le pur hasard là aussi. Voilà. Donc finalement, tu as racheté du coup. Et j'ai racheté l'agence de Limoges qui avait ouverte en 2016, qui faisait partie des premiers wagons d'agence en France à l'époque. Donc j'ai racheté un monsieur qui était pas du milieu de l'automobile au départ, il était dans la restauration. Donc il s'était investi dans Wigo à l'époque un peu par hasard, il cherchait à bosser avec son fils et puis ça s'est pas fait pour lui. Donc son fils est parti dans autre chose et il s'est retrouvé à gérer cette franchise là avec un vendeur. Ça a vivoté. Oui. Ça a vivoté et comme c'était pas sa passion première, il voulait retourner dans le milieu de la restauration. Il a vendu. Et moi, partant de ce constat-là, j'ai tout de suite vu le potentiel qu'il pouvait y avoir. Oui. Puisque venant de l'automobile, j'avais un réseau de connaissances qui m'a permis
d'avoir quelques leviers pour aller développer assez rapidement. On a agrandi l'équipe, hein, puisqu'il y avait à l'époque Jérôme, qui est toujours là d'ailleurs. J'ai recruté un vendeur que j'avais chez Opel, qui était parti chez Peugeot, donc je l'ai récupéré. J'avais un alternant en commerce, et puis j'ai recruté aussi une alternante en gestion PME-PMI pour m'accompagner sur la partie administrative. Donc ça fait une équipe assez complète qui a permis de développer les chiffres, quoi. Donc on y est bien arrivé sur la première année parce qu'on a quasiment doublé les chiffres, donc une belle performance, c'est chouette. Maintenant, il faut continuer de faire progresser les chiffres. On peut pas doubler tous les ans. À un moment, il y aura un problème. Ouais, on peut pas doubler tous les ans, d'autant plus que c'est vrai que le marasme aujourd'hui dans lequel on est dans l'automobile, on le voit, on subit de plein fouet toutes les actualités là depuis un mois et demi, avec les actualités malheureusement de guerre. L'explosion du prix du carburant, on le voit bien, hein, ça a calmé les ardeurs, quoi. Donc ils vendent toujours des voitures, hein, mais il faut être vigilant, surtout sur la gestion des reprises, parce qu'en fait, c'est fou. En 3 mois, le marché aujourd'hui, il change, quoi. Ce qui se vendait pas il y a 3 mois, ça se vend aujourd'hui. Le marché des électriques en occasion était un marché très compliqué, et puis là, pouf, c'est parti, quoi. Ça se vend. Donc il y a 3 mois, j'aurais pas repris une électrique. Aujourd'hui, Pose la question. bah oui, parce que derrière, on sait il y a une demande. Bien sûr. Aujourd'hui, le prix du diesel, du gasoil qui a aujourd'hui à près de 2,40 €. Enfin, c'est fou, quoi. C'est de la folie. Et on n'a jamais eu de soucis pour vendre des diesels dans notre région, parce que les gens roulent beaucoup ici. C'est vrai que Limoges est quand même un peu isolé, hein, donc le diesel, ça fonctionne. Et là, on voit bien que ça s'est calmé. Ça s'est pas arrêté, mais ça s'est calmé. Ouais. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Et comment pour toi le marché de l'automobile se comporte? Et est-ce que tu vois une réelle évolution au niveau électrique, entre guillemets, au niveau véhicule? Ouais, bien sûr. De toute façon, ça fait maintenant depuis quelques années que l'Europe infuse le développement de la vente de véhicules électriques. On le voit bien, le consommateur subit un peu le truc, avait pas forcément envie, ça représentait très peu de parts de marché. En occasion, ça a stagné à moins de 5% de parts de marché pendant très longtemps, et là, ça y est, ça grignote. Donc le marché, il va continuer d'évoluer. Je sais pas forcément dans quelle mesure il va se stabiliser sur les parts de marché d'électrique et d'hybride. On a des constructeurs qui ont remis en production des véhicules thermiques, hein. Okay. On peut parler de Fiat avec la fameuse 500. Hein. Oui. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Ils ont mis des moteurs thermiques dans ces voitures, hein, parce qu'ils en vendaient plus, quoi. Ils en vendaient plus. Et puis, comme les voitures ont été pour se vendre, les voitures électriques, elles se sont vendues par le biais de location. Ah oui. Elles se sont peu vendues en achat cash. Donc, pour les vendre en location. Pour mettre des loyers attractifs, ils se mettent ce qu'on appelle des valeurs de rachat. Donc, à la fin du contrat, ils mettent des valeurs de rachat qui sont ravalées par les constructeurs, qui sont un peu élevées, parce qu'en fait, entre le prix de vente et la valeur de rachat, plus la valeur de rachat est haute, moins il y a à amortir entre les deux, en fait. Ce qui permet d'obtenir des loyers bas. Évidemment, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les constructeurs ont ravalé leurs voitures, sauf que comme il n'y a pas de demande sur le marché de l'occasion, les voitures elles restent sur le parc. Et qu'à un moment, il faut trouver des solutions pour écouler les voitures. C'est sûr. Ouais. Donc là, voilà, hein, malheureusement, il y a des constructeurs qui ont perdu pas mal d'argent sur le buyback, ce qu'on appelle les voitures ex-location. Et aujourd'hui, ça commence un peu à se décanter, mais il y en a qui ont transpiré. Ouais. Et du coup, pourquoi avoir acheté une franchise et pas vouloir potentiellement juste monter sa propre marque, sa propre enseigne? Le système de l'intermédiation, ce que fait Ouigo, donc c'est de mettre des particuliers en relation. C'est un job qui est assez proche des agences immobilières. Hein. Oui, tout à fait. On professionnalise la commercialisation du bien, on sécurise le paiement. Donc on a un vrai devoir de conseil. Le gros avantage du modèle économique, c'est que on n'a pas à porter le stock, parce que l'automobile, ça coûte cher. Donc ça, c'était le premier intérêt, c'est que financièrement, c'était abordable. Aujourd'hui, s'installer à son compte pour monter un parc de véhicules d'occasion, faut être bien assis. Ouais.
c'est pas les mêmes enjeux. Donc pour moi, c'était la possibilité de m'installer tout de suite avec des enjeux financiers importants quand même. Hein. C'est pas, certes, c'est pas le fait de reprendre un garage avec un stock, mais c'est quand même des engagements financiers qui incombent à moi et à ma famille. Hein. Bien sûr. Pas dans l'entrepreneuriat sans bien réfléchir à cet aspect-là. Et puis, pourquoi la franchise Ewigo ? Parce que ça permet tout de suite d'avoir un système qui est rodé, qui fonctionne, où on n'a pas à se prendre la tête à chercher des fournisseurs, un logiciel, un CRM qui fonctionne. Là, il y a effectivement derrière toute une commission marketing qui existe chez Ewigo qui est en place. Vous êtes accompagné sur plein de sujets. Alors moi, dans l'auto, l'accompagnement, j'en avais peut-être un peu moins besoin sur certains aspects. Mais c'est sûr qu'il y a aujourd'hui des franchisés qui ne viennent pas du monde de l'automobile, qui s'installent chez Ewigo et qui cartonnent tout de suite, parce que aussi le fait de ne pas avoir le regard et la déformation de l'automobile, le fait d'avoir un regard neuf, ça fait tomber certaines barrières, quoi. Donc du coup, ça démarre très vite pour certains. Ouais. Et justement, tu parlais tout à l'heure que du coup, tu avais commencé l'entrepreneuriat, entre guillemets, en solitaire, du coup, en rentrant avec Ewigo, Oui. en rachetant. Ouais. Maintenant que tu as un peu ce recul par rapport à ces positions, tu disais que pour toi, ça semblait inaccessible. Ouais. Maintenant que tu as du recul, est-ce que tu peux dire que tout le monde peut entreprendre Bien sûr. C'est ce qu'on ne connaît pas fait peur, tout simplement. Donc, moi, je ne connaissais pas. Je trouvais ça extraordinaire, les personnes qui s'installaient à leur compte, qui avaient les coronesses pour le faire. Donc oui, bien sûr, maintenant que c'est fait, je suis très fier de l'avoir fait, je suis très content. Aujourd'hui, ma relation au travail n'est plus du tout la même que quand j'étais salarié. On ne garde plus du tout le travail de la même façon. Le temps passé ne compte plus. Et oui, bien sûr, tout le monde peut le faire. Après, il faut respecter les règles de base, hein. Respecter les horaires, travailler, et dans le commerce, respecter les règles du commerce, quoi. Voilà, être corporate, bien s'occuper des clients, c'est un truc tout bête, mais moi qui aujourd'hui reviens dans les concessions pour d'autres sujets, je me rends bien compte que, ils ont un peu perdu la fibre commerciale, quoi. Ouais. Il y a tellement de pression que aujourd'hui les enquêtes qualité prennent beaucoup de place dans les marques, et trop de place d'ailleurs, parce qu'ils se perdent. Donc là au moins, ici je fais ce que j'aime, m'occuper des clients. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vendre des voitures, hein. Je suis certes chef d'entreprise, je gère une équipe et une entreprise, mais mon plaisir, il est surtout dans la relation client, quoi. Encore aujourd'hui, hein. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à vendre des voitures. Je le fais pas assez parce que je peux pas être partout, mais c'est chouette, c'est chouette. Donc oui, tout le monde peut le faire. Voilà, il faut juste s'investir à 150%. Mais après, une fois que ça roule, c'est chouette. Et du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Comment vous vous démarquez par rapport à vos concurrents ? Et quels sont les axes de développement ? Est-ce que vous avez envie de vous développer au niveau local, ouvrir d'autres points de vente, au niveau national ? Comment vous voyez les choses ? Ewigo, ça se démarque par déjà une image qui est assez propre. C'est pas forcément le cas de certains concurrents. Un développement qui est assez limpide. Et puis aujourd'hui, il y a une charte chez Ewigo qui permet de limiter le fait d'avoir des véhicules qui sont pas corporate, quoi. Je vois, nous on prend des véhicules qui ont maximum 15 ans, 150 000 km. On peut prendre sur des véhicules qui sont hors charte, ce qu'on appelle, au-delà de ces chiffres-là. Mais voilà, il faut que ce soit vraiment très très propre. Mais voilà, déjà, ça permet de limiter les problématiques après-vente, hein, parce qu'il y en a. Et que la satisfaction client, sur la vente, c'est facile. De bien s'occuper de ses clients, de bien les conseiller. Mais nous, on n'est pas dans les voitures. Si la voiture tombe en panne une semaine, 15 jours après, faut quand même accompagner les clients. Sûr. Mais on retrouve aussi les mêmes problématiques dans l'immobilier. C'est parce que vous vendez une maison que quand il y a des merdes derrière, faut quand même être là. Il faut quand même accompagner les clients acheteurs et clients vendeurs pour essayer de trouver des solutions. Donc le fait d'avoir une charte qui est assez claire chez Ewigo, ça permet de limiter ça. Et puis le développement des Ewigo, au niveau national, on a un responsable qui se dépatouille bien, hein, donc qui développe bien le réseau. Il y a des axes de réflexion sur pourquoi pas du développement dans des pays limitrophes. Ah oui. Il va y avoir cette année la possibilité de vendre des véhicules récents. Donc on va être en lien avec une plateforme nationale où on pourra vendre du véhicule
ce qu'on appelle 0 km. Donc ça, c'est un axe de développement fort pour Ewigo, parce que aujourd'hui, on fait que de l'occasion. Or, on sait vendre des véhicules neufs, c'est pas plus compliqué. La problématique de vendre des véhicules neufs, c'est la trésorerie. Encore une fois, on en revient à ça. Quand vous voyez le prix moyen des voitures aujourd'hui, faut être bien assis. Donc là aussi, tous les franchisés n'ont pas forcément la possibilité d'avoir des stocks de voitures neuves. D'où le fait de développer un partenariat avec un faiseur national qui permet de nous commissionner sur la vente de voitures neuves. Donc ça aussi, c'est cet axe-là qui est privilégié au niveau national. Donc ça, c'est top. Ça a été très bien accueilli par le réseau, par les franchisés. Et puis au niveau local, c'est continuer de développer Ewigo, l'agence qui est avenue de la Révolution, et puis trouver un deuxième point de vente sur la zone nord de Limoges pour que Ewigo soit un acteur majeur du commerce automobile en ville. Oui. En ville. Je cherche un local qui est certes sur la partie nord, mais proche de la ville, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans l'automobile en ville. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une voiture, on vous demande d'aller dans la zone nord, principalement. Et je trouve ça très intéressant d'être un acteur du centre-ville, même si évidemment le secteur c'est Limoges et sa périphérie, voire tout le 87 pour ce qui me concerne, mais le fait d'être présent en ville, je trouve ça chouette. Ça, c'est intéressant parce que depuis le début de l'interview, on fait un peu le rapprochement entre surtout Ewigo, le marché de l'automobile, et l'immobilier. Justement, nous, en immobilier, on a une grande période, on va dire, un petit âge d'or après post-Covid, évidemment. Ouais. Et ensuite, c'est beaucoup plus dur. Ça commence à repartir à peine. C'est très cyclique, ouais. C'est ça. Est-ce que tu trouves que le marché est plus dur, toi, de l'occasion, maintenant, par rapport à avant le Covid? Ou... Il l'est nécessairement parce qu'il y a une baisse des transactions. Le marché du véhicule neuf a fortement baissé. Le marché de l'occasion a pris son envol, je vous dis, en 2021-2022. Il y a une légère baisse en 2023 et en ce début 2026, il est légèrement à la baisse aussi. Alors c'est de l'ordre, vous m'excusez, j'ai pas les chiffres, mais c'est de l'ordre de 2-3%. Hein. Mais c'est pas, c'est jamais des chiffres très rassurants. Donc en lien aussi, comme dans l'immobilier, hein, c'est une évidence que le fait qu'il y ait une augmentation des taux qui commencent à se présenter, des taux d'emprunt, un impact dans l'immobilier en premier, mais aussi un peu dans l'automobile, hein, ça peut refroidir les acheteurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. C'est le cas, c'est le cas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on sait que acheter une voiture entre guillemets c'est simple. Aujourd'hui, on a des plateformes comme La Centrale, Le Bon Coin, notamment pour quand on parle en particulier. La vendre, c'est beaucoup plus compliqué. Justement, est-ce que vous servez d'intermédiaire, mais est-ce que justement les gens ont une certaine, pas une certaine méfiance, mais entre guillemets à se dire, c'est comme dans l'immobilier, si je passe en part, entre guillemets, je vais réussir à la vendre, et puis entre guillemets, comment tu arrives justement à les faire passer chez toi, à les convaincre. C'est ça. Alors, il y a des gens qui sont assez à l'aise avec ça, déjà. Comme on dit, chacun son métier. Mais il y a des gens qui sont assez à l'aise dans l'approche commerciale pour vendre leur voiture. Donc, ces personnes-là peuvent se débrouiller toutes seules. Après, on conseille toujours d'avoir une vigilance sur l'acheteur potentiel, puisque malheureusement, les arnaques existent. Hein. Et après, nous convaincre, c'est assez simple. Hein, c'est de professionnaliser la vente du produit, c'est une évidence. Le fait de passer par nous, comme on professionnalise la vente, on peut vendre la voiture un peu plus cher qu'un particulier, puisqu'on met aussi des garanties. Chez Ewigo, les garanties sont de 6 mois. Donc ça légitimise la vente du véhicule. Et puis l'impact fort, c'est qu'aujourd'hui, pour vendre une voiture, vous avez près de 60% des acheteurs qui ont une reprise de véhicule. Ouais. Donc quand vous voulez vous amuser à vendre une voiture, alors évidemment, plus le prix est élevé, plus ça complexifie la vente du produit. Mais une voiture aujourd'hui à 30 000 euros, sur le papier, vous avez 1 voire 2 acheteurs sur 3 qui vont avoir une reprise de voiture. Et un particulier ne peut pas le faire. Oui, c'est sûr. Moi, je peux faire. Donc, on ouvre la possibilité de vendre à beaucoup plus de personnes. Quand vous êtes un particulier, déjà, il y a le frein de... C'est pas parce que vous savez vendre que de l'autre côté, vous avez des acheteurs qui n'ont pas peur de vous. Hein, et c'est pas parce que vous savez vendre que vous pouvez faire une reprise. Donc, en fait, nous, on ouvre l'entonnoir, en fait. On fait le chemin inverse.
Et puis encore une fois, aujourd'hui, la sécurisation du paiement, c'est hyper important, quoi. Hein. Nous, on passe pas par des notaires. Hein. Oui. Donc, ça change tout, quoi. Hein. Les histoires de personnes qui ont émis des versements sur des comptes de société avant de venir chercher leur voiture, et quand ils sont arrivés, la société n'existait pas, c'est réel, quoi. Donc, ça peut remettre des projets personnels en doute, et c'est une catastrophe, quoi. Donc, c'est hyper important. Des fois, je dis un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras. Et dans l'automobile, oui, les enjeux financiers sont importants, mais c'est vrai que parfois, quand on explique aux clients, il vaut peut-être mieux que vous ayez 15 000 euros net dans votre poche que 16 000 euros pas sûrs à vendre à un particulier, avec le fait que, en plus, ça amène des tracas, ça amène des soucis. Faudrait vraiment être insensible ou avoir peut-être beaucoup d'argent et pas inquiet sur le sujet pour bien dormir la nuit la veille de livrer sa voiture, quoi. Et il y a des formations, du coup, en interne avec la franchise? Il y a un programme de formation, il y a un MANOP, ce qu'ils appellent, un manuel opérationnel, hein, donc, qui existe chez Wigo. Ok. Ouais, c'est assez costaud, hein, ça fait 400 pages, hein, donc il faut passer du temps. Alors, c'est pour les franchisés, hein, ça. Et après, il existe des formations en interne qui sont distillées au siège des Wigo France, qui est au sud de la région parisienne, où ils font des formations de commerciaux. Ok. Ouais. Parce qu'il y a un vrai travail, évidemment, dans la vente de voitures, mais ça, je savais faire. Mais par contre, il faut aussi avoir un argumentaire pour pouvoir rentrer des mandats. Donc, aller chercher des clients, leur expliquer l'avantage de passer par nous. Donc, il faut avoir la bonne posture commerciale pour assurer les prospects qui viennent chez nous. Et il existe des niveaux d'études ou pas forcément? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Je pense que il faut une formation technique sur la maîtrise commerciale, l'environnement. Il y a quand même évidemment un environnement aussi juridique à connaître au minimum. Vendre des voitures, c'est un vrai devoir de conseil. Donc je vais pas dire que c'est facile parce que justement, il faut pas se planter. On peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. On a une responsabilité là-dedans, donc il faut quand même trouver le produit adapté au client. Donc c'est le vrai devoir de conseil, et j'y tiens. Donc c'est surtout on apprend beaucoup sur le terrain. Bien sûr. Sur le terrain, je vois notre alternant Nolan là, ça fait maintenant depuis septembre qu'il est rentré dans l'entreprise. Je pense que ça y est, il commence à avoir, au bout de plusieurs mois, une vision globale du marché de l'automobile, de certains produits qui ont peut-être une capacité à mieux se vendre que d'autres. Il faut du temps sur le terrain. Hein. C'est un peu compliqué, on peut pas tout apprendre d'un coup. Et c'est quoi le type d'objection que vous avez quand vous avez un client en face de vous? Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qui s'est passé, qui vous a marqué? C'est toujours l'anecdote, c'est toujours rigolo. Ça me va, tout me va bien. J'en parle à ma femme. Ah ouais. La classique. J'en parle à ma femme ce soir, je vous rappelle demain. Dans l'immobilier, c'est pareil. C'est fou, ça. Ça se rapproche tellement. Mais non, les objections, elles sont intimement liées au produit, en fait. Les clients, ils achètent. Heureusement qu'il y a encore, même si le véhicule est un moyen de locomotion, on n'achète plus les voitures comme avant. Il y a heureusement quand même un peu de plaisir aussi là-dedans, et ce qui fait que vous allez acheter une voiture plutôt qu'une autre au départ, c'est tout simplement aussi un peu effectivement le côté pratique, s'il est adapté à votre utilisation. Mais heureusement, il y a encore l'esthétisme qui compte, et a priori, vous n'allez pas vous intéresser à un modèle s'il vous plaît pas. A priori. Ah, après, on a des mecs qui font des visites pour faire des visites. Hein, Ah, donc, ça, ouais. oui, ça. Ouais, il y en a conduite interne. Mais bien sûr, on a, nous aussi, dans l'automobile, des personnes qui viennent, on se demande pourquoi ils sont venus, quoi. Enfin, bien sûr. Ou au téléphone, on essaie aussi de filtrer. Ouais, de filtrer un peu, d'essayer de comprendre si la personne qui se positionne sur le produit est justement en phase avec le produit qu'on vend. Donc on essaie quand même, mais c'est vrai qu'il y a après qu'en voyant les gens où on se rend compte. Et puis vous faites tout type de marque? Bien sûr. Ok. Puisque je mets à la vente les produits qui sont disponibles sur le marché.
Donc de l'électrique, de l'hybride, du diesel, de l'essence, de la petite, de la grosse, Donc, bien sûr, donc tous les produits. donc il touche tout le monde On finalement. touche tout le monde. Ouais. Ben, c'est ça qui est aussi super chouette, quoi. C'est le fait effectivement de toucher tout type de clientèle. Ça c'est assez chouette. Mais il est évident aujourd'hui que je préfère vendre, par exemple, des Sandero, parce que je sais que je vais les vendre très rapidement, que de vendre des Porsche à 60 000 euros. Hein. Ce qui est aujourd'hui le budget des Français, il n'a pas spécialement augmenté pour acheter une voiture. Hein. Les constructeurs proposent des voitures à 40 000 euros. Vous allez aujourd'hui dans la marque nationale qui s'appelle Renault, vous allez dans le hall de chez Renault, toutes les voitures sont quasiment à plus de 40 000 euros. C'est un truc de fou, quoi. Sauf que Faut pouvoir, les gens n'ont pas forcément 40 000 euros à mettre dans les voitures. Exactement. Nous, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est des voitures principalement entre 10 et 20 000 euros. C'est ça qu'on vend le plus. Voire moins. Hein, si j'avais des voitures à moins de 10 000 euros régulièrement, je les vendrais, mais comme des petits pains. La difficulté, c'est que moins elles sont chères, plus il y a en théorie de frais de remise en état dessus pour que les ventes dans de bonnes conditions, parce que c'est pas parce que je vends une voiture à 6 000 euros qu'elle doit être en mauvais état. Bien au contraire, parce que je préfère limiter les retours après-vente. J'ai pas envie d'être embêté avec les clients. Je préfère que mes clients soient heureux, donc ils sont contents de leur achat. Et c'est tout le paradoxe, c'est que moins les voitures sont chères, plus on a de frais de remise en état. Et du coup, ça explique un peu aussi cela. C'est que vous avez du mal à trouver des voitures pas chères dans les garages, parce que si vous avez une voiture qui a 15 ans et 150 000 km, a priori, vous n'allez pas avoir qu'une vidange à faire dessus. Il va y avoir des frais de remise en état inhérents au kilométrage. Et donc, du coup, aujourd'hui, les frais, ça peut aller très, très vite, quoi. Donc, quand vous rachetez une voiture à un prix X, que vous rajoutez parfois quasiment le prix d'achat en frais de remise en état, vous vous retrouvez à vendre des voitures, oui, effectivement, qui, sur le papier, c'est des voitures qui ne devraient pas valoir cher, mais qui se revendent cher. Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre de risques. Puis les voitures, en plus, il y a toute une partie sécurité. Hein. Oui, bien sûr. On ne peut pas jouer. Et moi, je joue pas du tout avec ça. Toutes les voitures qu'on vend, on fait ce qu'il y a à faire dessus. Ouais, ce que j'allais dire, c'est, je vous expliquer. Aujourd'hui, quand tu récupères un véhicule, tu fais passer, alors, je sais pas, par exemple, tu fais faire des contrôles techniques, tu fais. Bien sûr. Ouais. Ça, tu as toute une partie remise en état sur. Il y a une révision. Moi, je sous-traite, j'ai pas d'atelier, donc je sous-traite la partie de remise en état. Le fait d'avoir de l'expérience dans l'auto me permet d'avoir j'ai le nez. Je vois assez vite. Avant de racheter un véhicule, j'essaie d'estimer les frais de remise en état. Ouais. Donc globalement, ça se passe plutôt bien, mais je suis pas dans les voitures non plus, je suis pas mécano, je suis pas technicien, donc il y a des fois il y a des surprises, hein, je me plante clairement, hein, mais pour pouvoir reprendre une voiture, il faut connaître le prix du marché. Bien sûr. Et après, une fois que vous connaissez votre prix de marché, vous pouvez en déterminer le prix de reprise, mais entre le prix de reprise et le prix de marché, il y a les frais de remise en état, et ça faut les estimer au plus juste, parce que sur une voiture où il y a une marge théorique à 2 000 euros, aujourd'hui, 2 000 euros, si vous avez... j'ai racheté il y a quelques temps une Fiat 500, où la marge était assez fine, parce que c'est des petits prix, c'est une voiture à 7 000 euros. J'ai estimé mes frais de remise en état, j'avais une marge théorique qui était correcte à la fin, et puis il s'avérait que le jour, la veille de la livraison, le bouton du trait électrique ne fonctionnait pas à côté droit. Donc il a fallu changer tout le système. Oui, il y a des garanties, il y a ce qu'il faut, mais... 600 euros, 600 euros, ça bouffe votre marge. Ça fait partie du jeu. Voilà, je le sais. C'est à moi de l'estimer au mieux. Donc voilà. Mais ça se passe plutôt bien. On fait attention à ça. Ouais. Donc on sous-traite la mécanique, la carrosserie. J'ai des partenaires avec qui je travaille parce que là aussi on refait la carrosserie. On essaie de vendre des véhicules en bon état de présentation. Hein, c'est important. Et puis on travaille aussi qu'un contrôle technique. Oui. Donc j'ai plusieurs partenaires. En mécanique, j'en ai un principal, mais le fait d'avoir un réseau, de connaître du monde, ça me permet aussi de travailler avec des confrères dans l'automobile. Et pareil, en carrosserie, j'ai un prestataire principal, mais la carrosserie, il y a toujours des délais importants. Donc j'ai quand même 2-3 copains. Après, pour le choix des entreprises de sous-traitance, c'est toi qui choisis. La franchise exige pas. Okay. Non, la franchise, non, ils imposent rien sur le sujet. Ouais. Non, puis la franchise aussi, ouais, là-dessus, elle est assez cool. Ils veulent ce que je veux aussi, hein, qu'on n'ait pas de mauvaise presse. Ouais. Et pour pas avoir de mauvaise presse, faut faire les choses, quoi. Bien sûr. Tout simplement. Hein. Donc ils ont une vigilance sur le sujet. Hein, ouais. Qu'on soit corporate avec l'image de la franchise, mais après, clairement, ils sont super. On est assez libre de faire ce qu'on veut. Il y a une communication nationale. Moi, je suis libre de faire ce que je veux au niveau régional, en respectant les chartes, oui, voilà, bien sûr, évidemment, mais on est libre de faire ce qu'on veut, et ça, c'est top aussi.
Je vous propose de faire une petite pause par la traditionnelle, le point clé, évidemment la rubrique de Sébastien. Sébastien, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous parler, il me semble, de que faire si notre appartement est squatté, parce qu'on a eu le cas récemment. Alors, que faire en cas de squat? Concrètement, il faut constituer un dossier assez solide. Il faut essayer d'aller voir les voisins, essayer de pouvoir, entre guillemets, apporter des preuves, récupérer tout ce qui est titre de propriété, taxes foncières, les choses comme ça. Et dans un second temps, bien évidemment, appeler la gendarmerie ou la police. Et je vous conseille de le faire dans les 24 à 48 heures. Si dans les 24 à 48 heures, rien n'a été fait, vous avez la possibilité de les expulser entre 48 et 72 heures. Donc c'est une loi qui est en train de passer. Je sais qu'avant, c'était très compliqué de pouvoir déloger des squatteurs. Maintenant, voilà, les choses évoluent et on remercie beaucoup l'État français pour ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et merci Seb, en tout cas, pour cette chronique. Je voulais revenir sur Ewigo, son fonctionnement. Du coup, on a parlé, donc c'est une franchise aujourd'hui. Et vous avez sur coup un site, on va dire commun, un site internet. On peut voir l'ensemble des véhicules proposés. Comment ça se passe si aujourd'hui je vois un véhicule qui se trouve par exemple à Strasbourg et que moi je suis à Limoges? Vous êtes connecté quand même entre les agences? On a, par le biais de notre CRM, donc notre logiciel de vente, on a accès au stock des confrères. Maintenant, chaque affaire est indépendante. Donc d'où la difficulté, on met en lien, mais ça s'arrête là. Ouais. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je peux pas faire revenir une voiture de Strasbourg pour la présenter à un client. En termes de coûts, de frais de transport, c'est pas possible, tout simplement. Donc on met en lien, voilà, principalement. Ouais, on accompagne les clients. Hein, on peut appeler nos copains pour qu'ils rappellent nos clients. Enfin voilà, on essaie d'amener du confort, mais ça s'arrête là. Ouais. On voit depuis tout à l'heure, on a le petit trophée meilleure chaîne de magasin de l'année 2026 sur le véhicule d'occasion. Qu'est-ce que finalement, c'est pas la première fois que. Non, Ewigo a régulièrement des récompenses sur divers sujets. La meilleure franchise, chaîne de magasins. Ouais, c'est bien. Ça aussi, je trouve que ça crédibilise. C'est important parce que le fait d'avoir comme ça des labels rassure aussi le client. Donc voilà, c'est chouette. Je trouve que c'est chouette qu'on ait ces labels et Ewigo met beaucoup d'énergie sur le fait d'être acteur aujourd'hui dans les premiers acteurs du commerce automobile en France. Et vous avez des conventions par an où vous rencontrez entre franchisés, vous discutez même avec les PDG du coup de la franchise? Ouais, c'est chouette. Ouais. Ok. Oui, puis ils font ça bien. Hein. On est donc moi j'ai eu la chance d'en faire 2 jusqu'à présent. L'année dernière c'était dans le sud de l'Espagne, convention nationale. Hein, donc on est près de 400 quand même. Hein, donc ça commence à faire. Hein. Dans toujours des endroits incroyables. Et l'année d'avant, c'était à Toulon aussi, pareil, dans un site exceptionnel. La première année, j'y suis allé tout seul, puisque ça faisait 3 mois que je venais d'ouvrir. Et là, au mois d'octobre, j'ai invité l'équipe à venir. Voilà, donc c'était chouette, on a passé un bon moment. Et les conventions, ouais, ça permet de rencontrer, évidemment, les copains franchisés. On prend beaucoup de plaisir à retrouver ceux qu'on connaît, parce que il y en a tellement aujourd'hui que on peut pas tous se connaître, mais et puis effectivement toute l'équipe dirigeante des Ewigo France. Ouais, ça me permet à chaque fois de passer un petit moment avec Florent Barbotto, qui est le dirigeant des Ewigo France, et puis son équipe qui sont hyper disponibles, quoi, hyper accessibles, hyper disponibles. Donc c'est important aussi. Je trouve que pour le réseau c'est top, quoi, de passer un peu de temps ensemble. On se voit 2 fois par an, une fois en convention en fin d'année. Donc où on tire le bilan de l'année écoulée, les objectifs de l'année qui arrivent, et on se voit une réunion qui est avant l'été en général aussi. Donc là c'est des réunions régionales. Donc moi je me retrouve avec le quart sud-ouest, avec les copains du quart sud-ouest, où voilà, pareil, on fait un petit bilan de ce qui a été fait en début d'année, les axes de progression, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Ils sont à l'écoute. Donc chaque remarque est remontée, notée. C'est ce qui fait la force du réseau et d'une équipe, quoi. Tout à fait. C'est de prendre en compte les avis de chacun. Les plus mauvaises idées, c'est celles qu'on donne pas. C'est sûr.
chaque idée est bonne à prendre. Et est-ce que tu as une idée à peu près de où la franchise à Limoges est placée au niveau national? Il y a des remontées de chiffres mensuelles. J'ai pas le bilan de l'année dernière sur notre positionnement national, mais nous, en général, on se situe régulièrement dans le premier tiers national. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est super. Ouais. Oui, parce que après. Pour une première année. C'est clair. Oui. Alors après, moi, encore une fois, j'ai repris une agence existante, donc Oui, on bien l'a fait sûr. progresser. Donc, mais après, puis il y a les outils. Moi, l'outil que j'ai aujourd'hui est pas forcément l'outil qui est privilégié chez Wigo, parce que moi, j'ai une vraie agence en 2 centres-villes avec pas de place de parking, un espace photo inexistant. On se met sur le trottoir qui est devant l'agence, donc voilà, c'est toléré, mais faut pas qu'on y reste. Donc l'outil est pas pratique. J'adore travailler en centre-ville. En termes de visibilité, c'est quand même top. Par contre, donc ça c'est bien. On ne veut pas tout avoir, mais c'est sûr j'ai des confrères qui ont des outils plus adaptés. Voilà, avec des studios photos, avec tout bêtement des places de parking devant, où ça permet effectivement, nous vraiment, quand on atteint une certaine volumétrie de vente mensuelle, on commence à être un peu bloqué, quoi. Parce qu'effectivement, pour vendre 20 voitures par mois, il faut en théorie que j'en rentre au moins le double en mandat tous les mois. Ah oui. Ouais. Purée. Au minimum. Ça veut dire que ça fait 40 voitures à mettre devant pour rentrer en mandat, faire les reportages photos, nanana, et puis ça veut dire qu'il faut en mettre 20 à livrer devant. Donc, il se pose vraiment une problématique technique. C'est qu'à un moment, j'ai plusieurs vendeurs, en m'incluant, à un moment, on se marche dessus, quoi. Il n'y a qu'une place, quoi. Et ça, c'est pas simple à gérer. Je loue un local de stockage qui est à l'écart de l'agence, qui me permet de garder mes reprises et les véhicules clients. Et il y a des clients qui nous laissent leur voiture parce qu'ils roulent pas avec. Malheureusement, dans le cadre de succession, évidemment, mais aussi des gens qui ont des voitures fonction. La voiture ne sert plus, ils nous la laissent. Ça évite de faire des allers-retours pour récupérer le véhicule quand on a à le montrer. Donc j'ai un local de stockage, ça c'est quand même assez confortable. Mais c'est vrai que dans le quotidien, l'agence n'est pas très très pratique. Donc effectivement, pour revenir à nos chiffres, on peut faire mieux. Il y a pas de débat. On doit faire mieux. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a une petite agence. Voilà. Ok. Très bien. On parlait, tu parles de ton équipe beaucoup, finalement d'une certaine forme d'entourage, évidemment. Pour toi, c'est quelque chose d'important, l'entourage, encore plus dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de te dire. Ah bah oui, moi je m'aventure, mais je pense que je m'aventure pas dans cette histoire si j'ai pas ma femme qui m'accompagne, c'est une évidence. C'est effectivement mon projet, mais il y a un engagement financier qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a un impact sur la famille. Faut que ma femme elle me suive. Il y a un investissement de temps et l'investissement moral qui est important. C'est vrai que vous vivez un peu pour votre boîte en permanence. Donc les vacances, quand le peu qu'il y a eu en 2 ans, il y a eu 1 semaine et demie de vacances, et la semaine et demie de vacances, tu coupes jamais, quoi. Ah oui, voilà. Tu coupes jamais. Le matin, tu te réveilles, hop, tu bois ton café, tu regardes tes mails, tu transfères les mails aux vendeurs, les contacts, tu regardes les comptes en banque, voilà. Donc oui, il y a plus, c'est plus du tout les mêmes vacances. Et donc ouais, l'entourage il est pas important, que ce soit dans le cadre de l'équipe commerciale, d'être bien entouré, c'est une évidence pour pouvoir aussi se reposer sur l'équipe, quoi. Parce que si on s'écarte partout, si on fait tout, à un moment on peut pas tout faire bien. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes, c'est connu. Et puis moi j'ai la chance d'avoir un environnement familial qui est top, quoi. Je suis soutenu par la famille, donc ça c'est top. Et voilà, et l'équipe. Ouais, moi je trouve que c'est important parce que d'avoir un projet qui permette à l'équipe aussi de se projeter, c'est ce qui permet aussi de garder les gens parce que on a tous besoin de projet. Et le projet, oui, c'est moi qui le porte, mais c'est aussi le projet des équipes, quoi. Et si on grossit, tout le monde en bénéficie. Et évidemment, sur une partie financière, ça va de soi. Plus ils vendent, plus ils sont payés, parce qu'il y a une rémunération à la commission. Et puis ma première force marketing, c'est l'équipe. Je peux investir dans la communication traditionnelle sur les médias, les réseaux sociaux,
de l'affichage, de la radio, mais ma meilleure pub, c'est nous. C'est le fait de se balader avec nos t-shirts et nos blousons Here We Go, de faire de réseautage, d'être présent avec des réseaux locaux, de se faire voir, dire bonjour aux gens. Quand on va effectivement acheter son pain à la boulangerie, qu'à la deuxième fois, il a bien repéré que c'était vous Here We Go, et ainsi de suite. Et Limoges est petit. Oui. Donc oui, on transpire un peu Here We Go en permanence pour se faire connaître, quoi. On multiplie les partenariats. Je trouve que c'est important, que ce soit dans le monde associatif ou dans le monde sportif. On essaie de les multiplier du mieux qu'on peut. Mais la franchise, ils vous mettent en avant quand même, ou ils communiquent un peu plus? Au niveau local, non, c'est à nous de prendre le relais. D'accord, ok. Eux, ils communiquent, leur job, c'est de communiquer au niveau national. Donc sur les réseaux sociaux, avec des partenariats, avec des publicités à la télévision, évidemment. Oui, ils ont fait, l'année dernière, on est passé dans l'émission Patron Incognito. Ah oui. Donc voilà, l'interview avec le fameux Guillaume Play. Ils sont dans des investissements nationaux différents, présents au Stade de France. Ils ont une loge au Stade de France où voilà, on peut inviter nos clients. Donc leur rôle, il est de nous faire connaître au niveau national, et moi de relayer au niveau local. Ça, c'est mon job, de relayer au niveau local. Donc voilà, d'être hyper présent dans notre ville, parce que le réseautage à Limoges est important. Ça, encore une fois, c'est une ville qui est pas si grande que ça, et je sais de quoi je parle, parce que quand je discute avec des clients, comme j'aime bien parler avec mes clients en général, vous vous rendez compte au bout d'une demi-heure de discussion que la plupart du temps, on arrive à connaître une personne en commun. On connaît telle personne ou tel endroit. Donc, et ça, c'est encore une fois, c'est notre meilleure pub, le relationnel, le réseau. Et justement, tu parles de réseau, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu donnerais quoi comme conseil, exemple pour des jeunes, exemple, tu parlais de Nolan tout à l'heure. Ouais. Si, tu vois, il veut développer son réseau, tu lui conseillerais quoi aujourd'hui concrètement? Les idées qui marchent le mieux, c'est souvent les plus simples. On peut mettre son cerveau en évolution, mais des fois, ça devient de la bouillie. Donc, il faut rester très simple. Et de mettre mon premier conseil, c'est effectivement de s'entourer des bonnes personnes et de se forcer d'aller vers l'autre, en fait. Voilà. Si on reste dans son coin, ça peut marcher, mais ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment se forcer à aller vers l'autre, et que chaque contact est important. Donc, le fait de s'inscrire dans des réseaux, c'est bien d'y aller, de dire bonjour, de porter son truc. Mais il faut se forcer à papoter avec les gens, à garder des contacts, les cartes, et ne pas avoir peur de solliciter les gens. Ça, c'est mon premier. Alors ça, par contre, c'est mon premier conseil. Il faut pas avoir peur de solliciter les gens. Il y a rien de plus valorisant pour quelqu'un qui vous a laissé la carte que vous l'appeliez pour un conseil, sans parler d'affaires commerciales, juste un conseil. C'est flatteur toujours. Oui. Moi, j'adore quand on m'appelle pour me demander un conseil. Narcissiquement, ça me fait du bien. Donc, et on est tous un peu pareils. C'est chouette parce que ça veut dire qu'on vous reconnaît professionnellement parlant. Donc si vous êtes reconnu, c'est top, quoi. C'est déjà une petite victoire, quoi. Donc c'est la première des choses, d'aller vers les autres et de ne pas hésiter à solliciter les gens, parce que la plupart des gens sont très contents de donner des conseils, et c'est comme ça qu'on se fait connaître. On ressent la passion quand tu parles là depuis le début de ce podcast, et on t'en remercie fortement. Est-ce que tu as toujours été comme ça, ou est-ce que tu as eu un déclic, un moment où tu t'es dit bon bah voilà, j'ai envie d'entreprendre parce que... Je pense que j'ai toujours été comme ça à partir du moment où j'ai commencé à prendre confiance en moi. Okay. Donc je vous parle de mon parcours scolaire. Effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à prendre confiance et de me rendre compte que je pouvais y arriver, pouf, c'était parti. Quand je dis que j'étais en échec scolaire, c'est que j'avais perdu ma maman un peu jeune, donc voilà, je m'étais un peu déscolarisé parce que je faisais du skate beaucoup, je suivais plus les cours, donc du coup je me retrouvais un peu en échec à l'école, je comprenais rien. Quand j'étais en lycée, je comprenais pas les cours de maths, j'étais complètement paumé. Donc du coup, je fuis aussi le système scolaire, clairement. Le fait de faire que du skate, certes c'était ma passion, mais ça me permettait de fuir la vie, quoi, tout simplement. Et à partir du moment où j'ai repris confiance, c'est grimpé, quoi. Ça a grimpé. Et déjà, quand j'étais vendeur, je trouve que vendeur dans l'automobile, on est déjà un petit peu à son compte, d'une certaine façon. Parce que votre salaire, vous le faites tout seul. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Vous le faites tout seul. Hein. Vous avez un fixe de base qui, moi, pendant longtemps, était dans la convention de l'automobile, c'était à l'époque, c'était dans les autres 700 €, hein, le fixe. Hein.
Et donc après, pour gagner sa vie, il faut vendre des voitures. Hein. Elle est là. Et à partir du moment où j'étais dans un cercle vertueux et positif, vendre des voitures, je prenais beaucoup de plaisir et je me sentais valorisé. Et donc du coup, ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me dire que je pouvais aussi raconter quelque chose et que ce que je disais n'était pas forcément con en fait. C'est pas tout le monde n'est pas d'accord avec moi et heureusement, mais peut-être que j'ai des choses à dire aussi. Et donc du coup, aujourd'hui, ça m'a permis d'en arriver là et d'être dans l'entrepreneuriat et de me dire que moi aussi, je peux peut-être faire passer un message. Ce que je fais passer en premier lieu à mon premier public, c'est mes enfants. Hein. J'ai la chance d'avoir 3 garçons et ils me voient faire et j'espère que ça va leur donner des envies sur le fait que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Hein. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une vie qui est très agréable, familialement parlant, professionnellement parlant. C'est top, quoi. La vie est chouette dans ces cas-là. Mais on est acteur de notre propre vie. Encore une fois, c'est choix. Hein. Encore une fois, quand on part... Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je suis parti de chez Opel au bout de 20 ans, ça a été une décision très difficile. Hein. J'avais l'impression de perdre pied un peu dans ma décision. Je le voulais, mais c'était très paradoxal, quoi. Et comme le fait de m'installer à mon compte, ça fait un peu peur. Hein. Mais il faut pas hésiter, il faut y aller. D'aller au boulot tous les jours et d'attendre que les journées se passent. Non, mais c'est clair. Bien sûr. Alors oui, l'argent, on peut être bien payé à pas faire grand-chose, mais c'est pas ça qui rend... On n'est pas épanoui parce qu'on gagne de l'argent. On est épanoui parce qu'on fait quelque chose. C'est pas la rentrée d'argent qui vous épanouit, c'est pas vrai. Alors s'acheter des belles télés, des belles voitures, c'est bien. Mais c'est pas ça qui vous rend heureux, parce qu'une fois que vous l'avez, vous l'avez. Ce qui rend heureux, c'est l'équilibre de vie et être bien dans sa tête. Ça, c'est sûr. Merci, Sylvain. Avec plaisir. De cette interview, on va faire la dernière séquence, finalement, notre séquence Les questions parlons vrai, jingle. Donc, les questions parlons vrai, vous en avez l'habitude, c'est des questions beaucoup plus intimes qui rentrent plus en profondeur dans l'esprit de notre entrepreneur, de notre invité. Sylvain, je vais avoir 20 ans. Toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 20 ans? Ah ça y est, hein, j'avais arrêté le skate. Hein. J'étais en alternance, ouais. J'étais en alternance, je devais être en niveau bac en alternance. Ouais. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais en couple. Ouais, j'étais en couple. Voilà, donc je faisais un peu de skate, je bossais, et je bossais. Et, La vie était belle. Ouais, bien sûr. Ouais, t'es chouette déjà. Tu as des personnes qui t'inspirent au quotidien? Ouais, oui. Oui, il y a des entrepreneurs pour lesquels je peux avoir une forme d'admiration. Ouais. Je me dis qu'il y a encore plein de choses à faire. Après, c'est des choix. C'est des choix. Faut aussi, je disais, parler d'équilibre, quoi. Moi, je suis sur un bon équilibre. Je pourrais en faire plus, mais je vais peut-être déséquilibrer la balance. Donc, mon bonheur, il est là. Donc, je me dis que tout va bien. Mais ouais, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent m'inspirer, ouais, bien sûr. Que ce soit dans le monde sportif ou professionnel, ce qui tire vers l'eau, c'est des exemples. Hein, donc, il y en a quelques-uns. Ouais. Est-ce que tu es fier de toi? Être fier, ce serait un peu présomptueux. Je suis plutôt satisfait. Être fier, un peu présomptueux. Je suis satisfait. Voilà. Ouais. Très bien. Et dernière question. Je t'invite à regarder la caméra qui est en face de toi et si tu pouvais laisser un message de ton toi quand tu avais 20 ans, tu lui dirais quoi? Oui, quand j'avais 20 ans, je dirais que les classiques, que tout est possible, il faut pas lâcher, il faut y aller, il faut pas avoir peur, il faut s'investir. Voilà, il faut passer du temps dans ce qu'on aime, dans ce qu'on a envie de faire, et après, les portes s'ouvrent. Merci Sylvain de nous Avec avoir plaisir, accompagnés avec plaisir. sur cette émission. Merci Seb de l'avoir co-présenté avec moi encore une fois. Merci à toi, Raphaël, et merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous Tout ce deux. que tu nous as apporté. Vous n'êtes pas trop stressants, ça va. On vous garde dans l'équipe. Yes. Évidemment, toutes les informations des Wigo seront en description, donc je vous laisse aller regarder tout ça. Nous, on se retrouve au mois prochain pour un nouvel épisode. Tchuss.